Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov du jeudi 5 janvier avec Marc Gotti, juriste, membre du collectif Les 300. Bonjour Marc Gotti. Bonjour à vous tous, merci de me recevoir à nouveau. Alors Marc Gotti, effectivement, une décision du Conseil d'État par un arrêt du 29 décembre 2022, donc il y a quelques jours. Le Conseil d'État rejette les recours contre l'obligation vaccinale contre la Covid-19 et le pass sanitaire, puisque effectivement il y a eu énormément de requérants qui ont dit mais écoutez, le pass sanitaire c'est déjà fini, l'obligation vaccinale aussi. Eh bien pas du tout, dit le Conseil d'État. Voilà, c'est validé. Et alors, je sais que ça allait vous faire réagir. Marc Gotti, vous êtes juriste, vous êtes membre des 300 qui veulent leur réintégration, notamment, effectivement, des soignants, dont vaccinés, etc. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. C'est vrai que où est-ce qu'on en est exactement actuellement en France et d'ailleurs un peu dans le monde? Enfin, on a l'impression qu'il y a des combats, un peu d'arrière-garde ou pas, je ne sais pas, dites-nous. Ouais. Bon, la situation globale au niveau planétaire est juste, pour moi et pour beaucoup d'autres, juridiquement un peu de la folie, pour dire les mots tels qu'on les pense. Parce que les obligations légales de vaccination ont été faites sur des produits qui sont toujours en essai clinique, d'une part. Donc en expérimentation. En expérimentation, voilà. Donc ça, c'est nié par personne, sauf, si ma mémoire est bonne, par Olivier Véran lui-même, qui avait dit que les premières données de la phase 3 étaient disponibles et que, sous-entendu, les essais cliniques s'étaient terminés et circulaient, il n'y avait rien à voir. Bien sûr, ceci n'existait pas, sauf dans son cerveau à lui fertile. Non, les essais cliniques se poursuivent bien, les dates ne sont pas encore arrivées à échéance. Et c'était fin 2023 pour Pfizer, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, c'était mai 2023 et en fonction du rapport d'études, ça peut aller jusqu'à décembre 2023 pour Pfizer, qui est effectivement celui qui est le plus proposé, on va dire, à la vaccination, si on peut utiliser le mot proposé. Mais la situation réellement appelle énormément d'observations de notre part. Donc je vous propose aujourd'hui d'en voir quelques-unes, parce que je peux vous assurer que nous sommes nombreux parmi les juristes, les avocats, les professeurs, les docteurs en droit à nous arracher les cheveux. Littéralement, on s'arrache les cheveux, carrément, parce que jamais on n'aurait cru cela possible. Jamais on n'aurait cru cela possible. Alors justement, la décision qui a été rendue par le Conseil d'État il y a quelques jours, en gros, balaye d'un revers de main tout ce qui était argument des différents requérants. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce qu'en fait, depuis le début de cette histoire, le Conseil d'État nous habitue à ce genre de revers de main. Là où c'est beaucoup plus, on va dire, inquiétant, et on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, c'est vraiment les concepts qui se cachent derrière tout ça, à savoir, sommes-nous dans un réel état de droit, on va dire très vertueux, dans une belle démocratie propre. On en reparlera en deuxième partie de l'émission, parce que c'est très lié, le juridique, à la science politique. Et là, dans un premier temps, ce que je peux vous proposer déjà, c'est de voir, on avait déjà un petit peu abordé le sujet ensemble la fois dernière, début décembre, le caractère un petit peu justement expérimental de ces produits. Donc les essais cliniques ne sont pas arrivés à échéance pour les fabricants de vaccins, certes. Nous avons en droit énormément de textes qui nous disent que tant que ces essais ne sont pas terminés, ce sont toujours effectivement des produits expérimentaux. Bon, d'accord. Les gens viennent nous dire ensuite, oui, mais attendez, nous avons eu des autorisations de mise sur le marché conditionnelles qui ont été délivrées pour injecter ça à la population. Certes, nous répondons certes. Sauf que la seule chose qui retire un caractère expérimental à des médicaments, à des produits, c'est la fin des essais cliniques et pas autre chose. Et d'ailleurs, vous avez une directive européenne, qui est la 2001, je l'avais déjà cité, /20/CE, donc de l'Union européenne, qui indique bien, alors certes dans le cadre des essais cliniques, mais qui indique bien que même les produits ayant reçu des autorisations de mise sur le marché conditionnelles sont considérés toujours comme des médicaments expérimentaux. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de quiproquo possible. Et cette directive est en vigueur, et elle sera en vigueur jusqu'au 31 janvier 2025, avec un règlement européen qui est censé prendre sa place, qui est rentré en vigueur aussi, là dernièrement, pour le 31 janvier 2022, si ma mémoire est bonne, ou à un mois près. Donc ce qui se passe, c'est que même si vous considérez que l'on reste dans le cadre d'essais cliniques, vous savez, encadré avec des laboratoires, etc., avec tout un tas de formulaires, de protocoles à suivre, c'est quand même étrange que pour les essais cliniques, on vous dise bien qu'un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché reste expérimental, alors qu'en population générale derrière, où les gens se prennent le même produit dans le bras, on leur dit que non, là c'est plus un médicament expérimental et donc du coup, il n'y a pas de protection qui vous est accordée. Et la protection dont je parle, c'est le consentement. Lorsque vous êtes participant à un essai clinique,
Il faut votre consentement. Ben, on l'a, le consentement. Les gens sont allés, on les a pas emmenés revolver au rein, dans les reins pour aller se faire vacciner. Alors, si vous parlez de la population générale, ça se discute, puisque vous avez déjà une obligation, vous savez, légale de vaccination pour les soignants, les pompiers, les militaires. Ça, c'est un des aspects très importants du problème. Hein. C'est une partie de la population. Ça. Oui, mais sauf que l'autre partie, qu'est-ce qui s'est passé, André ? Vous vous souvenez bien ? Passe sanitaire et ensuite passe vaccinal. Ce qui correspond en fait à une coercition sournoise pour forcer les gens à aller se faire injecter un produit. Et lorsqu'on entendait à la télévision, sur les plateaux grand public, que certains souhaitaient même que les non-vaccinés n'aient plus accès aux magasins alimentaires, ça commençait sérieusement à ressembler à certaines périodes sombres de l'histoire. Heureusement qu'ils n'ont pas été jusqu'à là. Non, pas été jusque-là. Mais si on reste sur l'obligation, André, si on reste vraiment sur l'obligation légale de vaccination pour une partie de la population. Pour une partie de la population, oui. Voilà, sachant que dans le monde entier, il y a pas mal de pays qui ont fait ça. Parfois, c'était pas en fonction de votre profession. C'était la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Et voilà, tout à fait. À partir de 18 ans, d'autres pays ont même fait que les enfants entre 5 et 12 ans. Je crois que d'ailleurs, de mémoire, c'est le Costa Rica. Enfin, il y a vraiment eu des choses très variées qui ont été faites. Sauf que nous, en Union européenne, on sait très bien reconnaître un produit expérimental, que ce soit dans le droit de l'Union ou dans le droit français. Lorsque vous avez des directives européennes, comme celles que je vous ai citées, qui certes, dans un premier temps, s'appliquent aux essais cliniques purs, en fait, on ne peut pas considérer qu'elles ne s'appliqueraient pas à la population générale. Pourquoi ? Parce que ça reviendrait à conférer moins de protection à la population, qui est soumise à une obligation de vaccination et où donc on ne demande pas le consentement, alors que les participants à essais cliniques, eux, seraient protégés. Oui, je comprends. Et là, on parlait de ces populations soumises à l'obligation vaccinale, bien sûr. Alors que quand vous regardez les traités internationaux, et là je parle au-dessus même de l'Union européenne, par exemple je pense au pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 7, qui ne fait pas d'ailleurs de distinction entre participants à essais cliniques ou pas participants à essais cliniques, qui vise en fait tout le genre humain, aussi bien la lettre des traités que l'esprit des traités, qui est un système de protection des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine, ce genre de choses. Si vous considérez que la directive que je viens de vous citer tout à l'heure, par exemple dans l'Union européenne, ne protège que les participants aux essais cliniques, vous avez un problème de rupture de logique fondamentale, puisque en fait l'esprit des traités est violé. Ceux qui sont protégés, c'est l'espèce humaine, c'est le genre humain, il n'y a aucun doute quand vous lisez par exemple ce pacte. Et quand vous regardez la Convention Oviedo qui traite de biomédecine, de bioéthique, certes, vous avez des articles, par exemple, je pense de tête à celui qui est à l'article 16, qui pourrait éventuellement, effectivement, cibler des gens particulièrement dans les essais cliniques. Mais encore une fois, si vous donnez moins de protection à des participants qu'à une population générale derrière qui se prend, encore une fois, le même produit dans le bras, vous êtes en rupture de logique juridique. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Vous voulez dire qu'il y a une illégalité de fait dans cette histoire? Ouais, et pas uniquement de fait. En fait, vous avez même, au niveau des juristes, on a un problème, si vous voulez, ce n'est plus en cohérence avec le but, avec la finalité des textes et des esprits des textes. Le problème, il est là. Quand les gens ont fait les pactes internationaux à l'ONU et ailleurs, ce qu'ils voulaient, c'était pas uniquement protéger, bien évidemment, les participants aux essais cliniques. Ils voulaient protéger tout le genre humain. Pourquoi? Parce que tous ces textes ont été faits après la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis ont fait des expériences particulièrement sauvages et cruelles sur le genre humain. Et c'est pour ça qu'après, et c'est pour ça qu'après vous avez le code de Nuremberg et ce genre de choses qui sont venues. Alors, comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas dire que nous sommes dans le même régime, parce que ce serait vraiment plus qu'excessif, ce serait faux. Mais le problème, il est posé. Je voudrais maintenant qu'on prenne, après cette courte pause, qu'on prenne un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et les comparaisons. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berkoff et Marc Gotti, juriste, membre du collectif Les 300. A tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Marc Gotti, juriste et membre du collectif des 300. Alors, on a parlé assez longuement et assez précisément et très précisément de ce qui se passe sur les traitements ou les vaccins, effectivement, expérimentaux, pas expérimentaux, légaux. Quelle légalité par rapport aux populations concernées, c'est très important. Et alors là, vous venez de parler, là, hors antenne, Marc Gotti, de Vavrica. Alors, de quoi s'agit-il exactement, qu'on soit très précis pour nos auditeurs? En fait, il s'agit d'une jurisprudence européenne de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'obligation vaccinale qui donne les critères aux États démocratiques. Donc la France est un État démocratique, si je ne me trompe pas, pour que ces États, en fait, puissent valider une obligation légale de vaccination sur leur population. Alors, convention qui date de quand?
Alors en fait, c'est un arrêt donc de la Cour qui date d'avril 2021, donc c'est tout récent. Hein. D'accord. Voilà, c'est vraiment tout récent. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est Wawrinka et autres contre République tchèque. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme a donné les critères que la France est obligée de suivre. Hein. La France est obligée de suivre les jurisprudences de la Cour parce qu'elle fait partie du Conseil de l'Europe qui a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc voilà. Et d'ailleurs, je suis étonné parce que dans l'arrêt qui a été rendu du Conseil d'État, bon, je n'ai pas vu l'argumentaire qui a été repris par la Cour. Donc restons sur Wawrinka. Restons sur Wawrinka. Ouais. Alors. Je donne simplement quelques exemples pour vous expliquer que même si les produits de vaccination Covid-19 n'étaient plus expérimentaux. Oui, alors que dit cette convention, voilà. Justement? Alors, bon, déjà, même s'ils n'étaient pas expérimentaux à l'heure actuelle, la convention, enfin la jurisprudence de Wawrinka dit que vous devez respecter plusieurs critères pour rendre une vaccination obligatoire sur votre population dans un État démocratique. Par exemple, quelle que soit la population. Voilà, à partir du moment où vous faites effectivement partie d'un État démocratique, ce qui sont effectivement pour les signataires de la alors, les critères, oui, voilà. justement. Donc, par exemple, il vous faut un consensus général sur l'efficacité des vaccins. Or là, on a un petit problème de consensus général sur l'efficacité des vaccins, surtout en fonction des tranches d'âge. Alors, je ne parlerai pas du rapport bénéfice-risque qui n'a pas du tout de comparaison entre les jeunes gens et les gens particulièrement âgés. Donc là, c'est clair. Mais vous savez, c'est un petit peu le problème des 3 ou 4 mois de protection lorsque vous êtes vacciné. C'est le problème que même lorsque vous êtes on avait dit 90% au départ. Voilà, etc. Bon, voilà. 80, puis 20, puis... c'est ça, et puis même quand vous êtes vacciné, parfois 3 fois ou 4 fois, vous contractez quand même le Covid, hein, donc ça vous arrive. C'est le fait que même pour les formes graves, bon, entre guillemets, on voit que les études peut-être comporteraient certains biais qui permettraient pas vraiment d'estimer qu'il y a un vrai rapport bénéfice-risque par rapport à ça, mais bon, à la rigueur, passons. Vous avez une sanction qui est d'une extrême sévérité, qui n'a pas de limite dans le temps, donc ça, c'est tous les gens qui ont été effectivement suspendus de manière manifestement disproportionnée, donc ce sont les soignants, les pompiers, les militaires, on leur a suspendu le contrat, donc pas de licenciement, donc ils sont en fait prisonniers dans une sorte d'entre-deux. Pas d'indemnité, rien. Alors, privation totale du salaire, pas le droit au chômage, pas de droit à indemnité arrêt maladie, pas de droit au RSA, enfin bref, c'est un assassinat social. On appelle ça un assassinat social. Donc les gens, ils sont toujours dans cette situation pour un certain nombre d'entre eux, hein, je le rappelle. L'objection de conscience n'est pas reconnue, alors que dans l'arrêt Wawrinka, justement, il fallait absolument que ceci soit là, et les contre-indications n'étaient pas appréciées au cas par cas. Alors là-dessus, il y a une petite évolution dernièrement, en tout début d'année 2022, mais quand vraiment on prend tous les critères, ils ne sont pas remplis. Et surtout, les cas graves de réaction au vaccin. Dans l'arrêt Wawrinka, vous aviez une certaine proportion de cas graves par rapport à des vaccinations pour les enfants qui comportaient toutes les maladies que l'on sait pour lesquelles on se vaccine lorsqu'on est jeune et qui avaient un certain recul et où on savait que les maladies déjà pouvaient être vraiment très graves pour les enfants et même lorsque vous êtes adulte et on connaissait le recul sur les effets secondaires. Mais le problème c'est que là on a des dizaines voire des centaines de fois des effets secondaires plus fréquents que dans l'affaire de Wawrinka. Et l'OMS, vous vous souvenez, je vous en avais parlé aussi le mois dernier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, en décembre, le 1er décembre 2022, donc il y a à peu près un mois, disait qu'il recensait 4 743 187 effets secondaires. Donc, en réalité, c'est le sommet de l'iceberg, puisque tout le monde sait, alors que les agences de santé des différents pays occidentaux n'ont pas du tout mis l'accent là-dessus, voire même ne l'ont pas dit du tout, mais tout le monde sait que ces cas-là ne représente qu'au maximum 10% des cas réels, André. On n'est pas sûr, ça. Quand même, si, on a quand même des études internationales parce que 10%, ça me paraît... Non. Vous voulez dire qu'il y aurait quoi, 40 millions de... vous multipliez par 10, et attendez, oui. Le mieux, c'est qu'ils disent... Ça, c'est Big Pharma a dit, bon, on sait que ça représente à peu près 10% des cas réels. Mais ça, c'est Big Pharma. Vous avez d'autres laboratoires et d'autres systèmes d'analyse qui disent, non, c'est moins que ça. C'est 5%. Et il y en a même qui descendent jusqu'à 1% et moins que ça. Alors vous savez, je vous l'avais dit d'ailleurs le mois dernier, prenons une moyenne pour faire plaisir à tout le monde, on va dire 7,5% des cas réels, à peu près. Et donc, il faut que vous multipliez tous les cas de pharmacovigilance que vous voyez à l'OMS, sur le Dravigilance en Europe, sur la base verse aux États-Unis par 13,33. Vous multipliez tous les cas de pharmacovigilance des effets secondaires par 13,33 et vous avez les cas réels. Donc, qu'est-ce que ça nous donne pour l'OMS au 1er décembre 2022 ? Ça nous donnerait 63 226 682 effets secondaires, dont un quart, parce que c'est à peu près la moyenne qu'on observe, un quart sont graves. Donc, environ 16 millions, un petit peu moins de 16 millions d'effets secondaires graves, soit plus que la population de la Suisse et de la Bulgarie réunis. Au niveau des effets secondaires graves. Un effet secondaire grave, c'est quoi ? C'est une hospitalisation directement après la vaccination, c'est un décès, ou c'est des handicaps qui va parfois obérer toute votre vie. Est-ce qu'on se demande si un jour on saura exactement les faits et les chiffres ? C'est pas possible. Pour le moment, on les a pas et on ne sait pas. Non, mais même dans le cas réel, c'est pas possible. Il faudrait faire une autopsie de chaque personne qui décède ou savoir avec certitude quelles sont toutes les causes dans les 10 ans qui viennent bien des sûr, injections. Savoir si c'est Covid ou pas, ou avec le Covid, etc. Et bien sûr, en fait, c'est noyé. D'accord.
Juste, Marc Gauthier, pour revenir, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est janvier 2023, il y a eu quand même des réactions très diverses des pays en ce moment. Enfin, Oui. La France est restée sur une position assez ferme, en tout cas, en disant, voilà, pas question de réintégrer les soignants suspendus, pas question, justement, le Conseil d'État, obligation vaccinale, eh ben, ça continue, le pass sanitaire, ça continue, etc. Et d'ailleurs, on nous annonce d'autres vagues. Enfin, on parle beaucoup de ce qui se passe en Chine et ailleurs, mais n'épiloguons pas sur des données qu'on ne contrôle pas exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des prises de conscience diverses, mais véritables et réelles ? Oui, bien sûr, il y a des prises de conscience, mais en fait, bon, je vais y aller franchement, hein, on n'est pas là pour parler langue de bois. Le problème qu'il y a réellement derrière tout ça, même au niveau planétaire, vous comprenez bien qu'avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur, par exemple, le caractère expérimental des produits, parce qu'ils n'ont pas fini les essais cliniques, etc., on ne va pas revenir là-dessus, mais ce qui sous-tend tout ça, vous avez un problème de responsabilité pénale derrière, de responsabilité très grave pour les politiques. Donc c'est les politiques, là, dont vous voulez parler. À partir du moment où les traités internationaux vous disent que vous n'avez pas le droit de forcer les gens à s'injecter dans votre corps des produits expérimentaux parce que ça viole les droits de l'homme, vous tombez dans une configuration possible, et là je vous le donne en mille, de crimes contre l'humanité. Donc tous les pays qui ont proposé par les exécutifs de faire des obligations légales de vaccination sur des produits expérimentaux peuvent théoriquement être sujets à ça, que ce soit par la Cour pénale internationale ou que ce soit par les cours de justice nationale. Et je vais même vous dire mieux, le pouvoir législatif, tous ceux qui ont voté oui pour ce genre de loi, si jamais un juge, un magistrat dans les hautes sphères de la magistrature, que ce soit en France ou à la Cour européenne des droits de l'homme ou à la Cour de justice de l'Union européenne ou aux cours de justice de l'ONU, si jamais vous aviez des juges qui acceptaient le caractère expérimental des produits, automatiquement, ce qui en découlerait, c'est la violation des traités. Et automatiquement, ce qui en découlerait par équation mathématique, c'est le crime contre l'humanité possible. Vous allez jusque-là. On va jusque-là, parce que là, je suis en train de vous sortir de la théorie juridique. Bien sûr que ça n'arrivera pas. Il y a plein de gens, peut-être, qui nous écoutent, qui pourraient espérer, peut-être dans des désirs cachés et secrets, que ça arrive, parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes de ces injections, parce que certains membres de leur famille sont décédés ou autres. J'en sais rien, tous les cas de figure existent. Ou d'autres peuvent aussi trouver, disons-le, même parmi les auditeurs, en disant qu'on exagère, qu'ils ont été vaccinés et que tout va bien pour eux. Alors, et ils diraient, vous exagérez, vous allez crime contre l'humanité, vous allez beaucoup trop loin. Il faut aussi dire ça. Oui, alors justement, moi je suis ici pas parce que j'adore Macron ou parce que je le hais au dernier degré possible. Je suis ici pas parce que je suis un anti-vax ou un pro-vax, Covid-19, je précise. Pas du tout. Moi je suis ici en tant que juriste qui vous donne une analyse juridique éventuellement possible par rapport au texte qui existe et par rapport à ce que je sais de mon diplôme d'État et de l'expérience professionnelle que j'ai eue, notamment en cabinet d'avocat pendant une douzaine d'années. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas seulement de la fantaisie. Là où je vous dis que c'est de la fantaisie, c'est que vous pourriez miser beaucoup à ce que ça arrive. Mais attendez, soyons sérieux. Vous imaginez les dirigeants exécutifs de tous les pays menottés, aller devant la Cour pénale internationale et puis faire de la tôle. Au tribunal du Nuremberg. Voilà, non mais c'est très facile d'aller juger Saddam Hussein, Slobodan Milosevic. Mais quand il s'agit des plus grandes puissances occidentales de la planète, vous faites comment ? Bah vous faites pas. Vous faites pas parce que c'est pas possible. Et en plus, si on parle là-dessus, vous savez très bien, comme moi, avec toutes les affaires qui sortent en ce moment, que la corruption vraiment gangrène toutes les institutions, qu'elles soient au niveau politique pur ou judiciaire. Donc c'est pas le genre de choses sur lesquelles il faut miser. Vous voyez ? Alors, il faut miser sur quoi, justement ? Alors, Marc Gauthier, soyons clairs, on va aux auditeurs, mais justement, on va leur demander, il faut miser sur quoi ? Parce que, évidemment, l'idée, et ça ne se fera pas, et je ne sais pas s'il faut le souhaiter, par une espèce de tribunal international. En revanche, il y a des responsabilités à définir, à montrer, etc. On va en parler tout de suite avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, chers auditeurs, c'est votre moment, 13h40 sur Sud Radio. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 et on accueille tout de suite Émilien de Arras. Bonjour Émilien. Bonjour Émilien. Oui, bonjour André. Tout d'abord, je tiens à adresser mes meilleurs vœux à vous-même et puis à tous les auditeurs de Sud Radio. Merci à vous aussi. Encore une fois, Émilien. Merci pour ce que vous faites, André. Vous êtes un bonheur à entendre et puis une bulle d'oxygène dans toute cette morosité. Merci Émilien. Alors votre réaction à ce que nous narre effectivement Marc Gauthier. Alors justement, j'ai été concerné par ce qui s'est passé un peu plus proche que pas mal de monde. Je suis sapeur-pompier professionnel. Oui. J'ai été soumis à l'obligation vaccinale avec la loi du 15 septembre. Oui. 2021. Moi, je ne voulais pas me faire vacciner pour plusieurs raisons, notamment celle du fait qu'on était encore sur un produit avec une AMM conditionnelle.
J'ai écrit à mon employeur par accusé de réception en demandant ce que soit archivé dans mon dossier RH ma position. Donc j'ai expliqué que je me suis vacciné sous la contrainte et que je donnais pas mon accord. Ouais. Et malheureusement pour moi, 4 jours après la première dose, j'ai fini à l'hosto et j'ai fait une péricardite sèche. Ouais. C'est une inflammation de la membrane cardiaque. Après votre première injection. Ouais, donc 4 Ouais. jours après la première dose du vaccin Moderna. Ouais. Suite à ça, j'avais pas de passe sanitaire forcément, donc les examens médicaux c'était une galère sans nom pour les passer. Mon dossier est passé en commission dans un CHU, pardon. J'ai eu le droit à un certificat de contre-indication pour effets secondaires graves, Ouais. ce qui m'a permis de garder mon emploi, sinon j'étais suspendu. Ouais. Suite à ça, j'ai commencé à passer plusieurs examens, j'ai commencé à monter des dossiers administratifs, et quand j'ai été orienté vers l'ONIAM, parce que là, c'est la seule solution pour nous malheureusement actuellement. L'ONIAM, j'ai rappelez commencé- l'ONIAM. Alors l'ONIAM, ouais, c'est l'organisme qui s'occupe des accidents médicaux. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord, bien sûr. Quand j'ai commencé à monter mon dossier, j'ai demandé des justificatifs. Et quand j'ai commencé à demander donc le certificat par contre de déclaration d'effets secondaires Ouais. à la pharmacovigilance, Ouais. mon employeur m'avait assuré que la déclaration avait été faite. Et en fait, il n'y avait pas de déclaration qui avait été faite. D'accord. J'ai fait intervenir mon syndicat parce que je suis syndiqué. J'ai réussi à avoir un certificat comme quoi la déclaration pharmacovigilance a été faite 7 mois après les premiers effets. Malheureusement pour moi, ça s'arrange pas du tout. Dans l'année, j'ai fait un œdème et là, je suis en arrêt de travail. J'ai fait une deuxième crise de péricardite aiguë en novembre. Tout ça après, tout ça après une injection. En fait, vous avez fait une injection. C'est J'en ça. ai fait qu'une. Ouais, je Et j'ai comprends, un Emilia. certificat de contre-indication à vie. Ouais. Heureusement que vous n'avez pas fait les trois. Hein. Oui, heureusement. Ah mais jamais de la vie, jamais de la vie. Et celui qui ira proposer ça pour les enfants, il est pas né de celui qui ira mettre ça dans le bras de mes enfants, quoi. Ouais. J'estime que je me suis fait sincèrement empoisonner. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un flou parce que personne n'est responsable de rien. Oui, c'est ça. Le labo n'est pas responsable. L'État dit que lui, il a fait ce qu'il faut pour protéger. L'employeur, lui, il n'a fait qu'appliquer la loi, quoi. Alors, Marc, merci Emilien, merci de votre témoignage. C'est très. Et là, vous êtes en arrêt de travail encore. Enfin, vous êtes encore. Alors, je suis en arrêt de travail. Et Malheureusement pour moi, je suis en train de passer d'autres examens parce que là, le corps médical se demande si j'aurais pas déclenché une maladie auto-immune. Donc, le temps d'avoir les examens, je suis convoqué à l'hôpital pour un bilan en médecine interne. Marc En Gauthier, avril. mais Emilien, merci Emilien. Marc Gauthier, je m'adresse au juriste. Emilien a prononcé une phrase qui me paraît à la fois terrible et centrale. Personne n'est responsable. Ouais, non, mais tout à fait. C'est ça, hein. On revient à personne n'est responsable. Non, mais Voilà. dès le départ, ils ont voulu faire ça. Quand ils ont négocié les contrats avec l'Union européenne, les fabricants de vaccins ont dit oh là là, attendez, on veut bien faire ça vite, mais zéro responsabilité. Hein. Il y a d'ailleurs ces contrats-là qui avaient été analysés par des cabinets de conseil et de juristes belges de mémoire, ainsi que doublés par des cabinets français. Bon, ils avaient dit que les contrats tenaient pas la route. Juridiquement, ça tenait pas la route. Vous pouviez pas avoir tous les avantages et aucun inconvénient. Le beurre et l'argent. Voilà. Du beurre, Donc ensuite, il y avait des systèmes, si vous voulez, d'attaque quand même pour rendre les laboratoires tout de même responsables malgré ce qui avait été créé dans le contrat. Par exemple, je pense à la législation sur les produits défectueux, parce que voilà, ça c'est un angle d'attaque et un angle d'approche tout à fait possible. Mais si vous voulez, tous les gens qui ont des effets secondaires, notamment graves, sont dans une situation où vraiment ils ont été entre guillemets dociles, où ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Et une fois qu'il y a un énorme problème, qui leur tombe sur la tête, on leur dit rien. On leur dit Justement, non, on leur dit on sait rien. pas, Circuler, on ne sait pas. Aller voir l'ONIAM, qui probablement en plus aura des sources d'indemnisation limitées par plafond, parce que si les demandes sont trop importantes, le fonds ne couvrira pas toutes les demandes qui seront présentées. Bien sûr. Donc en fait, c'est comme pour tout. Tout à l'heure, vous me posiez la question qu'est-ce qu'il faut faire, mais en règle générale, de toute façon, dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas légitime, qui n'est pas normal, voilà, qui n'est pas légitime, qui n'est pas normal, qui fait appel à des valeurs au vous qui sont violées, vous dites non, tout simplement. Dites non. Emilien. Oui, on remercie Emilien et après la pub, on accueillera Valérie de Savigny-sur-Orge et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous, on aime les auditeurs de Sud Radio, Lucien Gasparat, qui sont avec nous. 13h49 sur Sud Radio, c'est votre moment. Vous avez la parole sur Sud Radio. Et on accueille tout de suite Véronique de Savigny-sur-Orge. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Alors, c'est Valérie. Valérie. C'est pas grave. Autant pour moi, Valérie. Bonjour. Alors bonjour et un immense merci à Monsieur Berkov qui fait vraiment le job, le vrai job de journaliste et pas, qui a l'audace d'inviter ceux qui sont un petit peu bannis. Merci. Et merci à Monsieur Gotti pour ce collectif qui malgré tout donne espoir à tous ceux qui ont des soignants autour d'eux qui se sont fait vacciner contraints et forcés. Qui ont eu des effets secondaires, parce qu'autour de moi c'est le cas en fait. Ma fille est orthophoniste, ma nièce est secrétaire hospitalière. Enfin, on a beaucoup de soignants autour de nous. Ouais. L'une est suspendue, l'autre s'est faite vacciner contrainte et forcée. Et j'aimerais savoir, même nous, au niveau du préjudice moral qu'on a vécu dans le fait où, par exemple, on n'a pas pu assister ou on ne pouvait pas assister au mariage de proches parce que nous n'étions pas vaccinés. J'aimerais savoir. Parce qu'on a l'impression en fait qu'on ne peut rien faire. Attendez, vous n'étiez pas, juste Valérie, oui. ça m'intéresse ça. Vous n'étiez pas, vous n'avez pas pu assister parce que les proches n'ont pas voulu que vous assistiez. Non, parce qu'on ne pouvait pas aller au restaurant. Donc en fait, on attendait. Non mais c'est un truc de dingue. Ouais. C'est qu'en fait, on était ravis d'avoir attrapé le Covid pour pouvoir avoir un pass, pour pouvoir aller au mariage, notamment de ma belle-fille. Vous voyez à quelle absurdité nous en étions rendus. Donc j'aimerais savoir, j'aimerais savoir si aujourd'hui, parce que quand j'entends Monsieur Gotti dire que si les juges rentraient également dans le combat, on s'en sortirait peut-être. Eh bien, que faut-il faire? Est-ce qu'il y a un moyen de faire une association, puisqu'au bout d'un moment, le nombre fera la force. Certes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me sens démunie. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut porter plainte? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Et auprès de qui devons-nous porter plainte? Est-ce qu'il peut y avoir association? Oui, Marc Gotti. Oui, bonjour Valérie, merci. Voilà, bonjour Valérie, merci de votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Effectivement, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour se battre contre des choses qui ne devraient pas exister. Quand vous avez été victime de discrimination parce que vous étiez effectivement non vacciné, on va encore dire que j'en rajoute une couche, mais normalement, justement, les crimes de discrimination, notamment d'apartheid, pas racial, mais l'apartheid vraiment dans la définition propre du mot, bah oui, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu avec tous les pays qui ont mis des passes sanitaires et qui vous interdisaient de faire ceci, Alors, de faire cela. qu'est-ce qu'on peut faire, Marc? Alors, déjà, c'est effectivement, comme dit Valérie, c'est continuer à se battre. En fait, l'expression, je pense, qui est assez correcte, c'est faire feu de tout bois. Alors, bien sûr, il faut l'énergie, il faut le temps, mais il ne faut pas baisser les bras. Nous, c'est ce qu'on a fait au collectif. On a défendu énormément de soignants, parfois sans compter nos heures, et puis surtout aussi de façon gratuite. Ça nous est arrivé, et beaucoup pour certains d'entre nous. Et les juges, les magistrats ont commencé à donner quelques petits signes où ils acceptaient de laisser passer un petit peu de flux. Par exemple, vous avez les CPH qui, eux, par exemple, en première instance, ont reconnu effectivement que les produits étaient expérimentaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des tribunaux administratifs qui ont reconnu que les suspensions n'étaient pas légales parce que sur des problèmes de forme, donc ils ont en fait accepté d'arrêter la suspension et même de réintégrer la personne, même si le côté réintégration était beaucoup plus difficile à obtenir parce qu'en droit administratif vous avez des spécificités qui fait que c'est un peu plus complexe. Je rentre pas dans le détail pour pas complexifier, mais les juges lâchent un petit peu. Après, comme je vous disais tout à l'heure, personne ne veut vraiment aborder le vrai point crucial de la chose, à savoir ça ne respecte pas les critères pour rendre une vaccination obligatoire. Vavrica n'est pas respecté. Ça ne respecte pas le fait que les produits qui sont expérimentaux ne peuvent pas faire l'objet d'obligations, ça n'est pas observé, et c'est balayé d'un revers de main parce qu'on se retranche toujours derrière la question des AMM. Mais encore une fois, les AMM, c'est un problème en fait qui est l'autorisation mise sur le marché. Mais voilà. Est-ce que ça sert que justement ce que disait Valérie et puis d'autres, de se mettre en association, de s'adresser justement, vous parlez de la loi des politiques aux députés, aux maires de sa ville, aux députés, sa circonscription, etc. De faire pression. Oui, tout à fait, mais il faut faire feu de tout bois encore une fois. Nous, c'est ce qu'on a fait au collectif, on leur a envoyé plein de mails, on leur a donné les éléments juridiques pour qu'ils puissent avoir des arguments dans les chambres afin qu'ils puissent les exposer. Mais vous savez, quand la majorité absolue était du côté, entre guillemets, du président avec son parti, il n'y a rien qui passait. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que l'on peut observer dans des dictionnaires de sciences politiques. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+4 et d'avoir un diplôme en droit. Vous regardiez un dictionnaire de sciences politiques et vous regardiez la définition du régime autoritaire, voire dans les pires des cas totalitaire. Et malheureusement, de façon technique, de façon scientifique, nous avions tous les critères qui étaient remplis.
Je veux dire, on s'arrachait les cheveux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en début d'émission qu'on s'arrachait les cheveux. Alors après, les dérives autoritaires ou totalitaires dans un régime démocratique, si elles ne durent pas dans le temps, à la rigueur, on peut souffler en se disant ouf, ça va, heureusement. Mais il ne faut pas que ça dure. Mais il ne faut pas que ça dure. Parce qu'au bout d'un moment, on s'y habitue et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Vous voyez ? C'est sûr. Peut-être un dernier auditeur. Oui, et merci beaucoup Valérie. Et on a le temps d'accueillir Vicky de Grasse. Bonjour Vicky. Oui, bonjour Vicky. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et merci infiniment pour votre travail. Pour l'année 2023, je souhaite la réintégration de tous les soignants. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ces personnes vraiment très courageuses. Je vous appelais pour une question très précise concernant l'international. Oui. Je suis très étonnée que les États-Unis n'aient toujours pas ouvert leurs portes aux non-vaccinés. Ils font partie notamment des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Indonésie. Et c'est le pays pourtant de la liberté. Le Canada a ouvert ses portes. Les États-Unis continuent de s'entêter. Enfin, Joseph Robinette Biden s'entête plutôt. Oui. Parce que les démocrates sont bien là pour se battre, et notamment DeSantis. Voilà, j'espère vraiment que les démocrates, les républicains continueront de se battre. Parce que c'est vraiment difficile à vivre quand on est amoureux de la culture américaine, de ne pas y mettre un pied quand on n'est pas vacciné. Voilà. Oui, Marc. Deux mots qui répondent plus ou moins directement à ce que cette auditrice vient de préciser. Le premier, c'est qu'au niveau européen, aux États-Unis, au Canada, les études ont été faites au niveau statistique avec les données officielles des États en question. Donc l'État français, officiel, attention, pas conspirationniste et pas complotiste, comme on aime bien appeler certains. Non, les données officielles. Ici, vous avez reçu, je crois, un certain statisticien qui s'appelle Monsieur Pierre Chaillot, qui a sorti un livre, ou qui va le sortir là, le courant du mois de janvier, qui explique avec les données officielles de l'État français qu'il n'y a pas eu d'hécatombe. Le rapport officiel de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, qui dépend du ministère de la Santé, a dit que les hospitalisations Covid, toutes causes confondues, c'est 2,3% en 2020 et 2,6% en 2021. Moins que la grippe. Oui, et puis, si vous voulez, c'est qu'une chose, mais quand vous envoyez les caméras de télévision pour voir que certains services hospitaliers sont saturés, c'est parce qu'on sait très bien où envoyer les caméras de télévision. On sait très bien quels services sont saturés tous les hivers avec des pics grippaux. Vous voyez ? Et pareil pour le réseau Sentinelle. Oui, mais alors comment ça se fait, c'est vrai, que l'Amérique interdit encore les non-vaccinés ? Alors, ça c'est pareil. Aux États-Unis, ils ont les chiffres. Ils savent bien qu'en fait, il n'y a pas d'hécatombe. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mort. Attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est un petit peu comme la grippe. Vous avez des populations particulièrement à risque qui meurent. Avec, en fait, aussi, quand un nouveau virus arrive, vous avez un effet moisson. Je crois que c'est l'effet harvesting de mémoire. En fait, et en plus, en 2020, ça a été le cas, à savoir que les années précédentes, il n'y avait pas eu beaucoup de mortalité chez les personnes très âgées. Donc, quand il y a un nouveau virus qui arrive un peu méchant, effectivement, vous avez d'un seul coup une vague qui tombe. Et les personnes qui étaient à risque, on les connaît depuis quasiment 2020 déjà, depuis quasiment tout de suite. C'est les personnes âgées, plus de 75 ans surtout, ou à cause de comorbidité. D'accord ? Mais toutes les autres personnes, faut pas déconner, c'est pas Ebola ou c'est pas la peste. C'est le Covid-19. Vous savez, l'INED, en 2020, a dit combien de gens étaient morts du Covid en France ? C'était pas du tout. Enfin, il fallait relativiser le chiffre de 120 000 ou 130 000 que vous voyez à BFM ou à CNews. C'était en fait 68 000. Parce qu'ils ont décompté les gens qui seraient morts de toute façon. Je sais. Covid ou pas Covid effectivement. Voilà. Merci Marc Gauthier. Merci à vous. On aimerait vraiment vous accueillir. Vous êtes très nombreux à nous appeler. On aimerait vraiment vous accueillir tous et toutes. Mais on va continuer à parler de cela et vraiment à avoir question à tout, comme vous le savez. C'était le face-à-face d'André Berkoff du jeudi 5 janvier avec Marc Gauthier, juriste, membre du collectif Les 300. Merci beaucoup, chers auditeurs. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.